50, simplement congolais. Ce journal vous est offert par la BCDC. Opération RDC-Cuba à l'honneur. Le chef de l'État, Joseph Kabila, s'est entretenu ce vendredi avec Esteban Lazo Hernandez, vice-président du Conseil d'État cubain en séjour à Kinshasa. Au centre de l'entretien, les relations bilatérales entre les deux pays. On fait le point dans ces journaux. Et puis, coopération bilatérale RDC-Rwanda, le numéro 1 de la diplomatie de deux pays se retrouve à Kigali pour évoquer sécurité dans leur zone frontalière. Les travaux ont démarré ce vendredi pour prendre fin ce samedi. C'est le rendez-vous de l'actualité. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre. Les grands sujets à la une, vous le savez, c'est la visite du vice-président de Cuba à Kinshasa. Arrivé jeudi soir, Esteban Lazo Hernandez a rencontré ce vendredi le chef de l'État, Joseph Kabila, au centre de l'entretien. La coopération entre la RDC et le Cuba, deux pays frères et amis. Après l'entretien, direction au mausolée dédié à Laurent Désiré Kabila, suivi du monument de Patrice Emery Lumumba pour un recueillement, avant de finir chez les sénateurs Yerodia Abdoulaye Ndombassi, les condensés avec Mathieu Kamango, Dan Landou et Yves Koumamba. Après l'arrivée hier à Kinshasa par le vol d'Air France de M. Esteban Lazo Hernandez, vice-président du Conseil d'État de la République de Cuba, M. Esteban Lazo a été reçu ce vendredi par Joseph Kabila, président de la République. C'était en son cabinet de travail au GLM. La coopération entre les deux pays était au centre de leur entretien. Pour l'agenda de sa visite officielle, cet après-midi, l'hôte d'État congolais s'est recueilli et déposé la gerbe de fleurs au mausolée Mzee Laurent Désiré Kabila. Ça n'est suivi la signature dans les livres d'or avant de partir au monument Patrice Emery Lumumba, où il s'est également recueilli. De retour à la cité de l'Union africaine, il va s'entretenir ce soir avec l'honorable sénateur Yerodia Abdoulaye Ndombassi. Son agenda prévoit à 19 h un dîner officiel offert par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo à la Cité de l'Union africaine. Une visite de 4 jours, soit du 17 au 20 mai 2011, une visite qui détermine les bonnes relations entre les deux nations. Restons dans le même registre pour parler coopération bilatérale RDC-Rwanda. Après la mise en application du protocole d'accord de coopération signé depuis 2009, les chefs de la diplomatie de deux pays signataires se retrouvent à Kigali pour tabler sur le renforcement de la sécurité dans leur zone frontalière, actuellement écumée par plusieurs milices armées. Ces travaux qui débutent ce vendredi vont s'y clôturer ce samedi 19 mai. Coopération toujours, la Fédération de Russie prête à investir dans plusieurs secteurs de développement. Voilà l'essentiel de l'échange que le Premier ministre Matata Ponyo a eu avec le représentant de Moscou à Kinshasa. Mais auparavant, Augustin Matata Ponyo avait reçu Roger Miss, chef de la diplomatie onusienne à RDC. Question évoquée, vous vous en doutez, la sécurité. Avec l'ambassadeur de la Fédération de Russie à Kinshasa venu lui remettre le message de félicitations du président Poutine, le Premier ministre Matata Ponyo a échangé sur les possibilités d'élargissement de la coopération bilatérale Russie-République démocratique du Congo. Le Premier ministre a également reçu le représentant du secrétaire général de l'ONU en RDC et chef de la MONUSCO, Roger Miss. Avec lui, ce sont plutôt les questions de développement, mais aussi et surtout celles de sécurité qui ont été évoquées. Outre les sociales, le gouvernement Matata Ponyo a reçu mission de la part du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, de pacifier l'Est de la République démocratique du Congo. Rendons-nous à l'Assemblée nationale. La journée de ce vendredi 18 mai a été très chargée pour le président du bureau. Aubin Minakou a reçu tour à tour le pasteur Daniel Ngoï Mulunda, président de la CENI, une délégation sud-coréenne, et puis Jean-Michel Dumont, ambassadeur et chef de la délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Les condensés dans ce reportage signé Fabien Lumbala.
Daniel Ngoï Mulunda, le président de la Commission électorale nationale indépendante, a été rendre compte auprès du bureau de l'Assemblée nationale de l'évolution du processus électoral à mi-parcours après sa récente évaluation. La CNI et l'émanation de l'Assemblée nationale. Donc nous sommes en train de préparer bien sûr le calendrier pour les provinciales, mais nous trouvons qu'il y a un passage obligé par lequel il faut passer. C'est l'Assemblée nationale qu'on fasse rapport au peuple congolais à travers ses illustres élus. Avec Jean-Michel Dumont, l'ambassadeur et chef de la délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo, il a été question du rapport entre l'Union européenne et le Congo démocratique. Et notre souhait de développer ces relations. Nos objectifs, je l'ai répété, sont clairs. L'unité et la paix de ce pays, le développement durable au profit de la population, l'enracinement de la démocratie et de ses droits de l'homme. Et à cet égard, nous avons évoqué notamment la question de la CENI. Juste après, Obé Minakou a reçu une délégation des opérateurs économiques sud-coréennes conduite par le Congolais Serge Faray, le directeur général des KDC Global. Leur entretien a tourné autour d'un projet de construction d'un nouvel immeuble devant abriter le Parlement congolais. Le président était très content et il nous a laissé entendre que vraiment ses prédécesseurs ont commencé ces projets, mais c'est avec lui réellement que le projet sera conclu. Dans la suite des opérateurs économiques sud-coréens, des constructeurs venus explorer le terrain. Toujours à l'hémicycle, sachez que la plénière prévue ce vendredi 19 mai a été reportée au samedi 19. Entre-temps, le groupe parlementaire peine à trouver un compromis sur le rôle de 2 commissions permanentes jugées sensibles. Une fois de plus, Fabien Lumbala. Elle était attendue, la plénière prévue ce vendredi à 12h, heure de Kinshasa, mais elle n'a pas eu lieu. Les communiqués de son report passaient en boucle sur la RTNC3 institution. Le report qui serait justifié par l'agenda très chargé du président du bureau de l'Assemblée nationale, Obé Minakou. Mais au-delà de cet emploi du temps, il faut souligner que les groupes parlementaires de l'opposition tiennent à contrôler entre la commission permanente, politique, administrative et juridique et l'économico-financière et budgétaire. Nous avons besoin, ou soit de contrôler l'économie et les finances de la République démocratique du Congo, ou soit essayer de dicter des lois qui peuvent nous permettre de pouvoir bien émerger. Est-ce que c'est le président d'une commission permanente ECOFIN ou PAG qui va dicter la loi? Non, pas du tout. Le contrôle, vous savez, quand vous dirigez la commission ECOFIN, à tout moment, à chaque instant, vous pouvez contrôler l'exécutif de la République démocratique du Congo. Mais la majorité estime que l'opposition, au lieu de saisir seulement la main lui tendue, commence aussi à tirer le bras. Nous voulons que nos amis de l'opposition soient sérieux. Sérieux parce que la majorité, dans sa tendresse, a accordé les opportunités, la chance que l'opposition ne devait pas mériter. Parce qu'en tant que majorité, nous devrions gérer nous-mêmes tous les postes. Mais c'est bien dommage que quand vous vous montrez bon, vous cédez à votre ami, enfin, il vous réclame même vos enfants, même votre femme. C'est regrettable. Entre-temps, le délai de 24 heures leur accordé par le bureau de cette chambre basse du Parlement est largement consommé. Ils sont contraints de trouver un compromis d'ici samedi, avant 10 heures, heure de la prochaine plénière. Dans l'arrière-pays, direction province orientale, la ville de Kisangani en pleine modernisation. La voirie urbaine est en pleine réhabilitation avec un financement du gouvernement provincial. Le gouverneur intérimaire Israël Arama a effectué récemment une descente au PK17 sur la route nationale numéro 4. Justement, pour en parler sur ce plateau, nous recevons une invitée, Lydie Makourou, assistante chargée des communications du gouverneur. Bienvenue.
Merci. Alors, première question directe, la voirie urbaine à Kinshasa, à Kisangani, j'allais dire, qui exécute les travaux, qui finance et à quand la fin de ces travaux? Merci beaucoup. De prime abord, je remercie la Télé 50 pour cette opportunité. Exactement. Aujourd'hui, la ville de Kisangani constitue un vaste chantier parce que par-ci, par-là, nous trouvons des ponts qui cèdent, des dallots, des bises, à cause de leur vétusté, cèdent facilement. Et les travaux s'exécutent partout dans la ville de Kisangani sur financement du gouvernement provincial, sur fonds propres du gouvernement provincial. C'est le gouvernement provincial qui finance? Oui, c'est le gouvernement provincial. Parler de la fin des travaux, peut-être c'est difficile de répondre à cette question tout à l'heure, parce que vous vous êtes rendu compte sur les images, le gouverneur de province intérimaire Ismaël Aramandiama est acquis à la cause du chef de l'État. Il est déterminé à soutenir la révolution de la modernité. Voilà, justement, qui exécute ces travaux? C'est l'Office des voiries et drainage, OVD, mais aussi la Régie des travaux publics de la province orientale. Alors, deuxième question, beaucoup de routes sont impraticables, notamment à Kisangani dans la province orientale. Est-ce que ce gouvernement provincial sera à la hauteur de ses responsabilités? C'est la question qu'on se pose en tout cas. Écoutez, tout part de quelque part. Vous savez que la province orientale, c'est une province qui vient de trop loin à cause des guerres qu'elle a subies. Et aujourd'hui, le gouverneur qui est en place, le gouverneur intérimaire, parce qu'il veut soutenir la vision du chef de l'État, il s'est engagé. Tout part de quelque part. Il a commencé. C'est vrai que ce n'est pas facile. C'est une vaste province de la République démocratique du Congo, mais dernièrement il était dans le Bazouélé pour voir l'état de lieu de ce district. Comprenez que la ville de Kisangani, c'est quelque sorte la capitale de la province orientale. Voilà. C'est comme ça on a commencé par là. Demain, ça sera peut-être un autre district. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, Madame Lydie Makourou. Je rappelle que vous êtes assistante chargée de communication du gouverneur intérimaire de la province orientale, Israël Arama. Ismaël Arama. Voilà, merci beaucoup. Merci. Au Bas-Congo, les avenues sont en train d'être bitumées les unes après les autres. À ce jour, l'entreprise chinoise Crec 7 est en train d'assainir l'avenue Sangou Louyeye qui, dans le prochain jour, pourra recevoir la première couche de bitume. Notez que ces travaux sont financés par le gouvernement provincial du Bas-Congo. Claude Biringanine. Il y a 3 mois, les travaux de réaménagement de cette avenue démarraient. 3400 mètres sont abitumés pour espérer relier 2 quartiers longtemps enclavés. Mais sur place, c'est d'abord l'ouverture des pistes, la construction des caniveaux et l'érection des murs de soutènement qui préoccupent l'entreprise chinoise Crec 7 et fait déjà la joie de la population. Nous avons des difficultés pour transiter ici. Mais comme on a songé pour nous, nous en sommes très contents. Pour le ministre provincial des Travaux publics et infrastructures, l'Oscar revient plutôt à l'initiateur des chantiers. Je demande à la population du Bas-Congo, précisément à celle de la ville de Matadi, de quoi au président de la République, son excellent Joseph Kabila Kabange. Parce que la révolution de la modernité n'est pas un slogan, mais une réalité que nous sommes en train de vivre. Depuis quelques mois, l'exécutif provincial du Bas-Congo a lancé les travaux sur plusieurs avenues avec comme objectif atteindre les 10 km de routes bitumées promis à la population. Parlons maintenant de ce bateau de la Société congolaise des transports et des ports qui a heurté un roche dans le fleuve Congo, mais il n'a pas chaviré, bien que le choc a créé un énorme trou sur sa partie inférieure. Les bateaux amenaient une quantité importante de marchandises en provenance de la province orientale. Le conseil d'administration de la STTP a effectué un déplacement sur le lieu en vue d'évaluer l'ampleur des dégâts. Encore une fois de plus, Claude Biringanine. Évaluer l'ampleur des dégâts et voir dans quelle mesure les réparer, comme par exemple colmater le trou créé lors du choc, c'est le souci du conseil d'administration de la Société congolaise des transports et des ports, ici où ce bateau a été coincé. Il y a eu des rives. Alors maintenant, comme le bateau s'est retrouvé au niveau des roches, vous avez vu, on est en train de pomper de l'eau là-bas, c'est pour dégager cette eau-là et colmater le bâche. Et on va amener les bateaux jusqu'au chantier là-bas. En attendant, nous avons envoyé un autre bateau qui va venir secourir. Oui, celui-ci va rester. Le bateau Kamoto avait à son bord des marchandises, des grumes, ainsi que les passagers lorsque le coup de vent l'a déboussolé. Cependant, les conditions de voyage n'ont pas été celles voulues par l'hiérarchie de la société. La première des choses que j'ai remarqué, ton bateau est sale. Comment toi, un commandant, tu peux accepter un bateau sale? Notre société demande à ce qu'on transporte les gens à bord des barges à passagers et non dans les barges à marchandises. Là, vous avez pris vos risques.
Kamoto est l'un des bateaux commerciaux de la SCTP qui permet l'approvisionnement de la capitale en vivres provenant de la province orientale et son immobilisation peut entraîner un manque à gagner. A été touché, le deuxième fonds, c'est ça qui le fait... Et puis, le nouveau ministre de l'économie, Jean-Paul Nemoyato, a visité le laboratoire de l'Office congolais de contrôle OCC, ceci pour inspecter sur le fonctionnement de l'outil de travail de cet office. L'occasion a été donnée au nouveau ministre de communiquer sa vision pour la matérialisation de l'action gouvernementale. Crispin Achibassou. Après avoir été investi par le Parlement congolais, le gouvernement Matata Amponio a l'obligation des résultats et les ministres nouvellement nommés ont intériorisé les directives pour atteindre l'objectif prioritaire, les social de la population congolaise. Soucié de communiquer cette vision aux entreprises de l'État sous la tutelle de son ministère, Jean-Paul Nemoyato s'est rendu ce vendredi à l'OCC pour communiquer avec les personnels de cet office dans la commune de la Gombe. Le rôle lui attribué d'évaluation de la conformité à travers l'inspection, les essais, la certification, les préventions d'avaries et la normalisation fait de l'OCC le maillon important, si pas le plus, dans les objectifs essentiels du secteur de l'économie de la République démocratique du Congo. Grâce à ces laboratoires, l'OCC réalise les contrôles de conformité des qualités des marchandises et le ministre Nemoyato a effectué une visite dans ces installations question de se rendre compte du fonctionnement de cet outil. En contrepartie d'une rémunération conséquente qui doit être garantie pour tous, il est donc requis la conscience professionnelle de chacun pour éviter d'affaiblir au regard des autres l'importance du rôle de l'Office congolais de contrôle. Les directives données devront donc être exécutées par les comités de gestion de l'Office congolais de contrôle en transmettant cela dans toutes les directions provinciales pour parler le même langage. Parlons sport à présent, éliminatoire mondial junior dames 2012. Vous le savez, les Léopards de la RDC affrontent le Falconet du Nigeria ce samedi 19 mai en match retour. Mais côté congolais, au-delà des 4 buts à remonter, il y a un autre problème à résoudre avant le match, c'est celui de primes non perçues. Valdo Simoyamba. Déterminés à hisser l'image du football féminin de la RDC et à faire valoir leur participation aux éditions 2006-2008 des Coupes du Monde de la spécialité, mais également à rattraper leur absence à l'édition 2010 de cette compétition, en 5 matchs joués lors de la campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde Japon 2012, les Léopards dames des moins de 20 ans de la République démocratique du Congo n'ont enregistré qu'une défaite, battue lourdement au Nigeria, 4-0 par les vice-champions du monde. Une défaite qui non seulement oblige les Congolaises qui jouent ce samedi à domicile à remonter d'abord 4 buts et à ajouter un 5e afin d'espérer à une qualification. Malheureusement, la même défaite vient également mettre à nu d'autres problèmes auxquels sont confrontées les filles de la RDC, notamment les primes non perçues. Les moyens matériels sont là, mais la motivation, croyez-moi, jusqu'à présent, il n'y a rien. Nous attendons toujours, peut-être, il y aura le dernier moment. Bon, aujourd'hui, peut-être demain, il y aura une dernière solution. À quelques heures de ce dernier match, comptant pour les derniers tours pour une place en phase finale de la Coupe du Monde Japon 2012, aucune solution n'est trouvée pour les filles de la République démocratique du Congo au sujet de ces primes non perçues, alors que les Nigérianes, elles, sont déjà à Kinshasa depuis jeudi soir afin de valider leur ticket à cette Coupe du Monde édition 2012. Le rendez-vous est donc pris ce samedi au stade de Deux Martyrs de Kinshasa. Les Congolaises sont obligées de faire le miracle pour se qualifier. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Merci de votre attention. On va se retrouver dans quelques instants pour la revue de presse. Ce journal vous a été offert par la BCDC.
Le rendez-vous du kiosque de la toile, c'est avec Eric Lukoki. Bienvenue. Merci Freddy. Voilà, on va débuter avec ces sujets, j'allais dire. Joseph Kabila lance Zongo 2, c'est à lire sur l'avenir. Zongo 2 lancé Freddy, mercredi 16 mai par, vous l'avez dit, Joseph Kabila. Alors il faudra 36 mois pour électrifier Kinshasa et le Bas-Congo, et cela pour un coût total de 376 millions de dollars financés par la Chine et la RDC pour l'avenir, qui précise que cette centrale est d'une capacité de 150 MW. Zongo 2, croit le quotidien, va répondre à la problématique de l'insuffisance de l'offre énergétique qui constitue l'une des plus grandes contraintes au développement économique et industriel de la RDC. Pour digitalcongo.net, rien n'est laissé au hasard. L'aménagement de la route d'accès au barrage est aussi prévu, ainsi que la construction de la ligne de transport Zongo-Kinsuka. Il faut noter, Freddy, que sur le plan social, ce projet va quand même générer 2000 emplois directs, ce qui n'est pas rien. Vraiment énorme. Alors, poursuivons cette revue avec la plénière de mercredi dernier à l'Assemblée nationale. Et forum des As-Titres, à sa une, majorité et opposition se disputent les contrôles des commissions, et sur les 35 postes à pourvoir, enseigne le journal, les élus MP, majorité présidentielle et alliés, n'entendent réserver que 10 aux opposants qui exigent d'en avoir 12. Ce qui commente forum des As ne passe pas dans l'oreille de la majorité, et ce désaccord a poussé, raconte le même quotidien, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, à suspendre la séance plénière du mercredi 16 mai, plénière qui devrait reprendre ce vendredi et qui finalement a été reportée à plus tard, bien plus tard. Et toujours à propos de l'Assemblée nationale, la Prospérité indique qu'un constat tragique a été fait par le député Clément Kankou-Boukassa dans une motion d'information qu'il a formulée au cours de la plénière de mercredi. De tous les désaccords, suis-je tenté de dire, des familles congolaises entières sont expulsées de pays voisins comme du bétail sans aucune considération de la vie humaine, a fait savoir cet élu, écrit le journal. Et pour ces députés, même si, je cite, nous devons privilégier les bonnes relations avec le voisin, nous ne devons pas pour autant fermer les yeux sur cette tragédie. Fin de citation. Vraiment. Alors, on va finir avec l'actualité internationale. François Hollande a attendu sur le dossier afghan au sommet du G8 et de l'OTAN. France24.com note qu'après Berlin, François Hollande poursuit son baptême de feu diplomatique ce week-end aux États-Unis. Pour le site de France 24, lors de ce voyage, le locataire de l'Élysée confirmera une importante promesse de campagne, le retrait d'Afghanistan avec 2 ans d'avance sur le calendrier de l'OTAN de troupes françaises. Mais pour le Parisien, le tête-à-tête de Washington, initié par Barack Obama, le président américain, n'est qu'une occasion pour les deux hommes de faire connaissance. Inconnu aux États-Unis, note le Parisien, qui reprend son compte le surnom du Washington Post à l'endroit de François Hollande, le joker inclassable du G8. Le Parisien souligne que le président normal, François Hollande, fait ainsi son entrée dans la cour de grand. RFI en ligne de renchérir, François Hollande, le président normal, semble plus compatible avec Obama que ne l'était Nicolas Sarkozy. Hollande est plus réservé, plus posé, plus pondéré, esquisse le site de la radio française, un peu à l'image du président américain qui ne change pas d'avis et qui n'est pas un impulsif. Du coup, pronostic RFI, le président américain, dont la devise est « pas de drame avec Obama », pourrait trouver en François Hollande un alter ego. Alors du coup, vraiment, reste à voir, c'est affaire à suivre. Voilà. Merci Eric Lukoki pour votre revue de presse. Merci à vous Freddy. Voilà, fin de cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Télé 50.